Bonjour, bonjour à tous. Je crois que nous sommes live désormais. Si vous nous entendez bien et que ça fonctionne bien, un petit coucou serait le bienvenu sur le chat pour s'assurer que tout fonctionne bien. A priori, c'est bon, je vois déjà plein de messages arriver. Génial. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps ce matin. Pour parler recrutement et spécifiquement indicateurs de performance. Qu'est-ce qu'on mesure, comment on s'assure que la performance est bonne et comment on améliore sa performance. On va se laisser encore une minute ou deux avant de rentrer dans le vif du sujet pour laisser le temps aux personnes d'arriver. Et voilà. Et donc pour ce sujet spécifiquement, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Charlotte et Mathilde des équipes RH et recrutement de Mazars, qui est, selon moi en tout cas, fait partie un peu des best in class, comme on pourrait dire, sur cette thématique. J'ai la chance de faire plusieurs rendez-vous chez Mazars avec Charlotte et Mathilde et pu constater qu'elles étaient assez avancées sur cette thématique de la mesure de la performance de leur recrutement, et donc elles ont quelques bonnes pratiques à vous partager ce matin. On se laisse encore une petite minute et puis si ça vous va, on rentrera dans le vif du sujet. Parfait. Allez, je pense qu'on peut se lancer si ça vous va. Charlotte, Mathilde, vous êtes prêtes ? On est prête. Les mails sont fermés, les notifications. Oui. on est à l'aise, top. Et merci beaucoup de nous faire le plaisir et l'honneur de partager ce webinaire avec nous ce matin sur cette thématique. Peut-être une rapide intro de ma part. Pourquoi ce sujet ? Pourquoi avoir voulu travailler sur ce webinaire ? Tout simplement parce qu'on a énormément de retours de nos clients et des différentes équipes recrutement qu'on rencontre. Vous le savez tous, la période est assez complexe. Elle n'est pas très simple en ce moment, avec une pénurie assez forte, avec des tensions assez fortes sur le marché. Une étude qu'on a faite récemment avec un de nos partenaires, Page Group, et avec l'IFOP, nous a montré que 95% des dirigeants d'entreprise sont plutôt assez inquiets quant à leur recrutement actuellement et sont plutôt en difficulté. Et donc, quand c'est comme ça, il faut, repenser un peu sa stratégie, comment mieux attirer, quelle expérience j'offre à mes candidats pour sortir du lot, pour être plus compétitif. Mais du coup, on arrive sur le sujet du jour. Quand c'est comme ça aussi, il faut mesurer ces stratégies, s'assurer que quand on surinvestit, qu'on investisse aux endroits où ça va avoir de l'impact. Et donc, on s'est dit que ces thématiques de la mesure de la performance spécifiquement pour les métiers du recrutement était une thématique intéressante pour comprendre de la part de Charlotte et Mathilde comment on fait ça aujourd'hui chez Mazars. Mathilde, Charlotte, est-ce que je vous laisse vous présenter peut-être pour démarrer ? Vas-y Charlotte, si tu veux commencer. Ok. Bonjour à tous. Donc moi je suis Charlotte Gouillard, je suis responsable des équipes recrutement, plutôt des recrutements des juniors chez Mazars, donc stage, alternants et jeunes diplômés. On vous partagera quelques chiffres, mais c'est ce qui représente aujourd'hui la grande masse des recrutements chez Mazars. J'ai une autre casquette également qui est sur la partie campus, donc je m'occupe de la partie relations écoles, aussi bien avec les écoles de commerce, ingénieurs et universités. Et ça fait fort longtemps que je suis chez Mazars, ça fait presque 10 ans maintenant que je suis dans les équipes RH de Mazars. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Mathilde, je suis DRH de Mazars pour la France. Et donc, ça fait 18 ans, moi, un peu plus de 18 ans que je travaille chez Mazars. Comme quoi, la fidélisation, ça existe encore. Et peut-être pour mon parcours, je ne suis pas du tout RH de formation. Je viens des métiers, donc moi, je viens plutôt de la finance. Je ne sais pas si ça n'explique pas forcément l'appétence pour tous, mais en tout cas, la mienne, oui. Moi, j'ai toujours baigné dans les chiffres, donc j'aime faire aussi parler les chiffres. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup sur les KPIs et on aura l'occasion de vous expliquer tout ça. Voilà, et enchantée. Génial. Et encore merci de participer ce matin. Peut-être avant de me présenter aussi, je voulais simplement dire que vous allez voir, il y a des sondages qui vont apparaître au long de ce webinaire. Prenez une minute pour y répondre. Si possible, ça nous donnera plus d'informations sur votre secteur, sur votre taille d'entreprise, où vous en êtes sur différents sujets, et donc probablement aussi l'opportunité pour Charlotte et Mathilde d'adapter un petit peu leur discours à l'audience pour que ça soit particulièrement pertinent
pour vous. Et puis aussi, à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je me permettrai d'interrompre Charlotte et Mathilde pour les poser, pour compléter ce qu'elles sont vraiment en train de présenter. Et sinon, on aura encore un petit peu de temps à la fin de la présentation pour poser les questions complémentaires. Voilà. Et bien, pour me présenter, moi, je suis Louis, je suis l'un des cofondateurs de Clever Connect. Clever Connect, en 2 mots, c'est un éditeur de logiciels de recrutement, de talent acquisition, historiquement français. Et je dis historiquement français puisque on a une grande nouvelle qui date d'il y a à peine une dizaine de jours, puisqu'on a fusionné avec une entreprise allemande qui s'appelle Talentry, une belle start-up d'à peu près 40 personnes et environ 100 clients qui travaillent sur 2 sujets importants et particulièrement pertinents dans le contexte actuel. Un, optimiser, automatiser tout ce qui touche à la cooptation pour faire levier sur son réseau de collaborateurs pour attirer des candidats et potentiellement des candidats passifs qui ne sont pas en recherche d'emploi directement. Et tout ce qui va toucher ensuite à l'engagement de son vivier, la constitution et l'engagement de son vivier, ce qu'on appelle en anglais le Candidate Relationship Management. Donc, avoir une base de données de candidats et de profils intéressants très complète et pouvoir créer des campagnes pour les alimenter, partager la marque employeur, etc. Donc, c'est top puisque ça fait de nous, du coup, un acteur européen, franco-allemand et présent un peu partout en Europe, d'à peu près bientôt 300 collaborateurs. On accompagne à peu près 2500 clients et 10 millions de candidats chaque année sur nos solutions. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, ce qu'on cherche à faire et ce qu'on fait maintenant avec Talentry, c'est offrir toutes les solutions possibles pour attirer des candidats actifs en recherche d'emploi, mais aussi passifs, comme je viens de le dire, qui ne sont pas directement en recherche d'emploi. Les engager dans un processus de candidature, mais aussi une relation long terme, une expérience agréable. Et enfin, pouvoir révéler toutes les compétences, la motivation, les différents éléments qui vont permettre de savoir si oui ou non ce sont les bonnes personnes pour les différentes offres à pourvoir. Voilà tout ce qu'on fait. Je m'arrête là et je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, un petit peu Mazar? Alors Mazar, je vais essayer de faire vite, c'est pas trop pompeux, mais donc Mazar, c'est un cabinet d'audit et de conseil et de fiscalité, donc globalement des activités très financières pour la majorité, en tous les cas. Nous sommes présents aujourd'hui dans plus de 90 pays. Alors Mazar est un cabinet, c'est ce qui fait notre singularité d'origine française, puisque nous portons le nom de notre fondateur, Robert Mazar, qui a été créé à Rouen. Donc, même si aujourd'hui on a un cabinet international, on a quand même de culture française, en tout cas historique, qui s'est propagée. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 1000 associés dans le groupe pour 2 milliards d'activités et plus de 44 000 professionnels dans le groupe qui interviennent pour nous, pas tous des salariés en propre. On a exactement plus de 26 000 salariés en propre. Et si on regarde la France, on est 4 000 collaborateurs. Et après, ce qui nous distingue souvent, on parle de nous, c'est que c'est très jeune. La moyenne d'âge est de 29 ans sur 4000 personnes, parce qu'on recrute en fait majoritairement des jeunes diplômés, comme Charlotte vous l'a dit. Il faut avoir en tête que sur 4000 collaborateurs, on a à peu près 1400 entrées et 24% de turnover. Donc, en fait, on renouvelle quasiment un quart de nos effectifs par an, ce qui n'est pas un problème. Souvent, certains sont étonnés. En fait, on est vu comme un 4e cycle. Donc, en fait, on recrute majoritairement des jeunes diplômés de grandes écoles qui vont venir débuter leur carrière professionnelle dans nos équipes pour acquérir un certain savoir-faire et savoir-être pour ensuite pouvoir s'orienter dans d'autres métiers, dans la finance ou bien aujourd'hui dans plein d'autres métiers autour du business, des sales, dans des startups par exemple, ou même parfois dans les activités de recrutement et RH. Donc en tout cas, un métier qui aussi mène à tout. Voilà pour la présentation, on va dire en quelques mots, Mazar. Top, et merci Mathilde. Peut-être pour donner une petite idée spécifiquement maintenant de l'organisation RH et recrutement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les volumes de recrutement, comment s'organise l'équipe? Vas-y Charlotte, c'est quoi? Alors du coup, comme le disait Mathilde tout à l'heure, en effet, on a un objectif de recrutement par an qui est en croissance constante. Donc en effet, là on est sur plus de 1400 recrutements par an sur la France entière, dont à peu près 1000 juniors, donc stages alternants et jeunes diplômés. En fait, c'est une structure qui est assez naturelle chez Mazar puisqu'on a une structure pyramidale. Donc c'est vrai qu'on recrute beaucoup de stagiaires alternants et jeunes diplômés, voilà, qui viennent en effet, comme le disait Mathilde, faire leurs armes
chez nous et qui considèrent leurs années Mazars comme des années tremplin. Autre KPI qu'on voulait vous partager, quelques chiffres, en effet, aujourd'hui, c'est chez Mazars en France, c'est 70 000 candidatures à traiter et une équipe recrutement qui est constituée de 7 personnes. Donc voilà un petit peu quelques chiffres. Et en termes de challenge, un petit peu, et ça Mathilde, tu peux peut-être aussi en parler, on se compare souvent à nos confrères, bien évidemment, qui sont sur le même marché de l'audit du conseil, mais aussi d'autres sociétés. Or, on ne joue pas dans la même cour. Et donc, du coup, en effet, voilà, on a des sujets de se démarquer, en effet, qui sont très importants face à cette pénurie de talents et cet environnement très concurrentiel. Voilà, sauf qu'en effet, on est encore une grosse ETI aujourd'hui. Et donc, en effet, c'est aussi pour ça qu'on a cette culture de la data. Et je spoil un tout petit peu ce qui va se passer après. Mais cette culture de la data nous vient de là aussi. C'est de se dire, OK, on n'a pas les moyens financiers d'une grosse entreprise du CAC 40. Mais pour le coup, on a quand même des enjeux de recrutement très forts, une nécessité de se démarquer sur le marché et donc une nécessité de tout mesurer et d'être hyper innovant toujours dans la manière dont on fonctionne et d'être focus sur l'efficience, l'amélioration continue constante. Tout à fait. Et juste peut-être de rajouter, puis après, si tu veux, on reviendra sur la culture KPIs, enfin data, mais peut-être aussi montrer que sur notre marché, en tout cas, c'est un marché dans notre industrie, pardon, c'est un marché très concurrentiel. On connaît beaucoup les Big Four, dont on parle souvent, donc EY, Deloitte, KPMG, Price, pour ne citer que. On a aussi d'autres acteurs peut-être plus petits que Mazars, mais quand même qui sont gros aujourd'hui, comme Grant Thornton ou BDO. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un marché assez concentré et on fait tous le même métier, on recrute les mêmes profils et globalement, on a une politique de rémunération assez transparente qui est assez identique. Donc, qu'est-ce qui va faire que les candidats, quand on va dans une école de commerce, en fait, ils vont recevoir 5, 6 propals de tous les cabinets. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont en choisir un et pas un autre? En tout cas, les cas, nous, on a décidé de se différencier sur la stratégie RH. C'est-à-dire que notre promesse en marque employeur, si je caricature, c'est de dire, vous faites peut-être le même métier, on fait peut-être le même métier, mais on veut le faire différemment. Donc, en fait, ce qui nous caractérise, c'est notre culture, notre ADN et du coup, toute notre stratégie RH. Donc, c'est vrai qu'on a aussi la chance d'être dans une organisation qui a tout misé là-dessus. Donc, la fonction RH est centrale et se doit de vraiment être vraiment le porte-drapeau. Et donc, on est très exigeant aussi sur cette fonction qui doit être particulièrement innovante, qui doit se distinguer parce qu'en tout cas, on a souhaité en faire un véritable critère différenciant dans le choix des candidats. Top. Hyper intéressant. Peut-être une petite question qui me vient pour compléter. Dans les 7 ETP en l'équipe recrutement, est-ce que vous pouvez donner un peu de détails? C'est quoi je sais pas, est-ce qu'il y a une spécialisation plutôt, pardon? Oui, en fait, il y a 2 équipes en réalité. Il y a une équipe plutôt pour les juniors et une équipe plutôt pour les expérimentés. Alors, expérimentés chez Mazars, du coup, c'est 1 an d'expérience et plus. Donc voilà, donc on va recruter des juniors, stages alternants, jeunes diplômés d'un côté, où on a 4 personnes du coup. Et puis de l'autre côté, on a les profils expérimentés, donc 1 an d'expérience et plus. Avec à l'intérieur de ça, on a des profils chargés de recrutement, bien évidemment. Chez les profils expérimentés, on a aussi des chargés de sourcing et des personnes qui vont s'occuper vraiment de la partie chasse pure et dure, directe. Là encore, je ne vais pas spoiler ce qu'on va se dire après, mais ça, c'était une décision qu'on a prise, un poste qu'on a créé spécifiquement suite à des KPI qu'on avait suivis et sur lequel voilà, on avait pris une décision de créer ce poste-là particulièrement. Très bien. Merci Charlotte. J'imagine qu'on ne mesure pas les mêmes choses aussi. Voilà, exactement. Moi, exactement. C'est que c'est pas tant à partir d'un an d'expérience, c'est une autre difficulté en termes de recrutement, c'est que les stratégies d'acquisition vont pas du tout être les mêmes si le candidat est encore en école ou un pied dans l'école ou s'il a complètement quitté son école. Ça, on va revenir là-dessus, mais c'est vraiment pour nous 2 schémas d'acquisition différents. Bon, je vois que Charlotte a beaucoup envie de parler de KPI, donc on va passer à la suite. Je le disais en intro, moi, quand je suis venu plusieurs fois dans vos bureaux, j'étais assez bluffé de voir à quel point vous aviez quand même souvent une mesure pour chaque décision que vous prenez. Avant de rentrer dans le détail de ces mesures, qu'est-ce qui fait déjà que vous avez cette culture? Comment ça se fait que c'est aussi avancé et important chez Mazars? Alors, si moi je peux compléter, Charlotte a déjà dit un premier point, il y en a plusieurs, mais le premier, c'est, je pense, le fait qu'on est le challenger de notre industrie. Donc, en gros, on est
par rapport aux big, nous, voilà, on se challenger par rapport à nos leaders, donc les Big Four, on est leur challenger et du coup, quand on est challenger, il faut être différenciant encore plus. Donc, on doit innover, on doit créer, on joue dans la même cour, mais on n'a pas les mêmes armes. Clairement. Et en plus, on ne joue pas qu'avec eux parce que nous, on va, en termes de recrutement, jouer dans la même cour que AXA, BNP, L'Oréal. Et là, on change encore parfois même de dimension. Donc, du coup, quand on n'a pas les mêmes armes, clairement, on a des moyens beaucoup plus faibles. On est en environnement contraint. Et donc, s'assurer qu'à chaque fois, les décisions sont les plus pertinentes, les plus efficientes, c'est extrêmement déterminant parce qu'on ne peut pas se permettre de dépenser même 1 euro mal utilisé pour nous. Voilà, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc vient là aussi toute cette mesure de dire on doit savoir où va notre argent, le ROI. On a une obsession du ROI, tout simplement parce qu'on a des moyens limités. Et on voit, là c'est un bon exemple en quoi parfois l'innovation vient de la contrainte. On n'aurait pas ces contraintes-là, on aurait des millions de budgets. Je ne suis pas sûre on aurait la même rigueur avec nous-mêmes sur la manière dont on fonctionne. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième, quand même, je pense, c'est cette stratégie marketing. C'est en fait qu'on pense marketing. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit stratégie, les canaux d'acquisition, les stratégies d'acquisition. On va parler d'expérience candidat, tout ça. Et moi, j'aime beaucoup la notion de marketing. Souvent, c'est un gros mot dans la fonction RH, mais notamment parce que dans ces métiers-là, il y a une culture de la data et du KPI très forte quand même. Numéro de clic, taux d'impression, taux de transformation, où est-ce qu'on perd des clients, des candidats, où est-ce qu'on en gagne. Et tout ça, ça nous permet, bien évidemment, quand on a autant de flux à gérer, autant de volume, d'être extrêmement pertinent. Donc, moi, j'aime beaucoup aussi faire des parallèles avec le marketing. Quand on vend un produit, nous, on vend une organisation. Mais aujourd'hui, on fait face à un public extrêmement volatile, extrêmement exigeant. Ces jeunes diplômés aujourd'hui qu'on s'arrache tous. Et donc, il faut avoir aussi cette dimension marketing. Après, je pense qu'il y a quand même aussi deux autres éléments. Mine de rien, alors, la data arrivait avant que moi, je sois en charge de l'équipe recrutement. Après, on va voir qu'on n'utilisait peut-être pas la data de la même façon. Ce qui est sûr que moi, il n'y a pas que de la data en recrutement chez Mazars. C'est vrai que je me suis rendu compte aussi que venant des métiers où, dans les cabinets, mine de rien, j'ai été biberonnée aussi à une culture de l'évaluation du résultat. Moi, ce qui m'a frappé en arrivant au RH, c'est qu'en fait, c'est important pour la fonction, pour valoriser ses actions, d'être en mesure de tout mesurer pour montrer ce qu'on fait et expliciter nos métiers. Alors, on pense que le recrutement, c'est easy, quoi. Tout le monde peut en faire. Personne n'a conscience de tout ce qu'il faut maîtriser derrière, de tous les périmètres, de toutes les étapes. Et donc, effectivement, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et notamment aussi, c'est la meilleure façon de montrer l'efficience de la fonction en interne pour expliciter ce qu'on fait, pour montrer qu'on est, et moi, ces KPIs, on s'en sert aussi pour, et j'en suis convaincue, pour montrer l'efficience de la fonction chez Mazars en disant, vous avez d'excellents recruteurs, regardez les KPIs, regardez ce qu'ils arrivent à gérer. Et ça, c'est important auprès d'opérationnels parfois qui n'ont pas conscience de ce que c'est nos métiers. Et moi, j'en ai marre des fonctions dites qui coûtent. Moi, je pense qu'on contribue, qu'on crée de la valeur, mais il faut aussi pouvoir s'armer pour pouvoir montrer qu'on n'est pas des fonctions qui coûtent à l'entreprise, mais qui permettent d'économiser beaucoup d'argent. Donc, on crée aussi de la valeur. Et puis, pour finir, et ça en découle, c'est pour aller négocier nos budgets. C'est-à-dire qu'en fait, pour aller chercher de l'argent, pour pouvoir innover, pour demander des investissements, il faut parler le même langage que les financiers. Et donc, c'est sûr que moi, j'interagis beaucoup. Parfois, on me dit que c'est difficile d'avoir des budgets, mais si on n'a pas des KPI, si on n'a pas de la mesure, ça va être très, très difficile d'obtenir ces budgets-là. Donc, c'est aussi avoir les armes en interne pour avoir les bons budgets et pour nous, ensuite, pour avoir les bonnes conditions de travail pour obtenir les résultats escomptés. A priori, quand on prouve que quand on met 1 euro, ça génère, tu parlais de la vente et du marketing, 2 euros, en fait, on n'a aucun problème à mettre des gros budgets. De la même façon, quand on montre que quand on met 1 euro quelque part, ça génère des candidats qui feront des super collaborateurs et qui, du coup, feront des résultats dans l'entreprise demain, on n'a aucun problème à mettre du budget. Encore faut-il pouvoir le montrer. C'est bien le sujet. Merci Mathilde, et je crois que ce que tu dis résonne bien auprès de notre audience, parce que quelqu'un a dit qu'il était fan de ce que tu disais. Donc, c'est top. J'en profite peut-être pour donner les réponses à un sondage pour que vous compreniez un peu mieux notre audience. Donc, on a
60%, donc la majorité des personnes qui sont là, qui sont en train de mettre en place des indicateurs, mais c'est plutôt le début. Et seulement 20% qui en ont depuis longtemps, en fait. Majorité de personnes qui sont dans des groupes ETI et grands groupes de 200 à beaucoup plus de collaborateurs. Et puis, toutes sortes de profils RH assez divers, avec une majorité de profils généralistes et recrutants. Voilà, vous savez maintenant à qui vous parlez et adapter le discours. Top. Eh ben, c'est intéressant de voir. Juste peut-être une question. Ça date de quand tu penses qu'il y a eu quand on avait préparé ensemble cette intervention, tu me disais, Mathilde, qu'il y a eu l'époque où vous étiez très data historiquement, mais pas beaucoup concentré sur utiliser cette data. Et puis ensuite, vous l'étiez un peu plus. Comment c'est arrivé quand ça? Alors effectivement, moi je pense que ça fait plus de 10 ans. Enfin, Charlotte, tu as dû toujours faire de la data sur tes statistiques recrutement. En tout cas, moi, quand je n'étais pas dans cette partie-là, je vous voyais déjà faire ces statistiques. Effectivement, c'est très long, c'est très dense, hein, comme tu l'as pu voir. On a plus de des centaines de KPIs et de chiffres suivis. Et c'est vrai que quand moi j'ai eu la chance de pouvoir aussi travailler aux côtés de l'équipe, ça remonte maintenant à presque 5 ans. Ce qui m'a interpellée, c'est que je me suis dit, est-ce qu'on ne fait pas de la data pour de la data? La data, elle est là pour faire des choix et mettre en place des actions. Et alors, bien sûr, attention, il n'y avait pas, c'était pas que de la data pour la data, mais c'est vrai qu'on ne formalisait pas de façon extrêmement explicite ce qu'on retirait de ces résultats et ce que du coup on prenait comme décision pour l'exercice suivant. Et donc, plutôt que de montrer plein de slides de data, on a fait le contraire. On a travaillé sur une stratégie recrutement et cette stratégie, elle repose sur les data. Et donc, on a beaucoup plus travaillé sur qu'est-ce qu'on va décider, qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on va structurer, quels sont nos choix à partir de cette data. Donc, cette data est toujours là, mais elle n'est plus présentée en tant que telle pour de la data. C'est d'abord un plan stratégique et lorsqu'on vend et qu'on va expliciter au COMEX, parce que ça n'a peut-être pas précisé, mais à qui on montre ça, ça montre à plusieurs parties prenantes, mais notamment au COMEX chaque année où on vient expliquer les investissements qu'on a demandés, pourquoi, à quoi ils vont servir et pourquoi on a fait ces choix-là. Et c'est vrai que du coup, là, ils peuvent prendre conscience que tout ça est explicité, pisté avec des chiffres et les chiffres ne mentent pas. Et donc, ça, c'est extrêmement puissant et ça crédibilise énormément la posture. C'est-à-dire que souvent, quand on le fait, et ça, c'est assez récent, on n'allait pas le montrer. Ça, c'est pareil, je suis assez obsédée pour faire du marketing aussi de la fonction en interne. C'est important pour que les gens comprennent ce que c'est nos métiers. Et en fait, souvent, les gens sont bluffés de dire, ah, mais en fait, c'est pas au doigt mouillé, quoi. Et souvent, on croit que le recrutement, c'est au doigt mouillé. Non, c'est extrêmement structuré. Il y a une grosse stratégie derrière. Il y a des outils extrêmement innovants. Il y a de la data. Il y a de la créativité, il y a de la communication. C'est extrêmement riche comme discipline. C'est des disciplines les plus riches, je trouve, pour avoir fait plein de métiers RH. Et ça, voilà, ça permet aussi de le démontrer. Donc, qu'on utilise la data pour vraiment agir et être plus performant, efficient, ça fait 5 ans. Ouais. Avant, on était vraiment sur la photo de l'année passée. Donc on restait figé dans le temps, pardon, je le dis comme ça, mais en tout cas on avait vraiment cette photo de ce qui s'était passé dans la saison de recrutement, mais on n'avait pas cet aspect projectif, alors que depuis 5 ans, en effet, on est beaucoup plus dans c'est quoi la stratégie et comment on l'explique par rapport à des KPI, et donc on construit ces KPI par rapport à notre stratégie. Donc on est beaucoup plus dans une projection que dans une image du passé. C'est chouette. Et je pense que vous nous avez réservé pour la suite quelques exemples de choses que vous avez pu mesurer, qui vous ont amené à prendre une décision sur une stratégie et peut-être même les résultats que ça a amené. Donc, c'est top. On a quelques questions et simplement pour préciser aux personnes qui les ont posées qu'on y viendra à la fin si ça vous convient. De toute façon, vous pouvez... on n'a pas le choix. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet maintenant, on va parler un petit peu des KPI. Chez Clever Connect, on a fait un travail il y a quelques années d'essayer de définir une méthodologie pour analyser la performance d'un processus de recrutement, de toute une stratégie de recrutement assez simplifiée. On n'est pas sur 100 KPI, on a déjà essayé de faire une position c'est bien de démarrer quelque part. Et donc, on a choisi 6 éléments qui, selon nous, permettent de mesurer
efficacement un processus de recrutement avec à chaque fois un indicateur qui semble pertinent. Ce que je propose, c'est de les présenter un par un, de vous écouter si ça vous semble pertinent ou pas, et surtout si vous le mesurez, peut-être un exemple sur chacun d'entre eux, si vous les avez. Donc, et préciser simplement aussi aux personnes qui sont là que ça, on a tout un fichier, un outil en fait qui permet de mesurer sa performance qu'on pourra vous partager avec le replay du webinar ensuite par mail. Alors, premier élément de mesure, la productivité. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la productivité? La façon dont on recommande, en tout cas, de le mesurer, c'est de regarder combien de recrutements on fait par équivalent temps plein dans l'équipe recrutement. Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 100? Et surtout, est-ce que ça progresse? Est-ce que grâce aux investissements qu'on fait, on est capable d'améliorer cette productivité? À vous les studios. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a mesuré assez récemment pour être tout à fait transparente. En fait, on a un fonctionnement chez Mazars qui est un peu particulier puisque en fait, on est plutôt organisé nous par ligne de métier et en fait, chaque ligne de métier a ses objectifs de recrutement qui peuvent être très volumique. Donc, pour vous donner un exemple, sur les jeunes diplômés de l'audit à Paris, on recrute plus de 200 personnes par an. Et donc, voilà, on a une personne qui est en charge des métiers de l'audit particulièrement. Donc, elle va avoir un enjeu de volume, en effet, à traiter, alors que des profils, par exemple, de l'équipe des expérimentés vont avoir un besoin unique. Ce qui rend la chose beaucoup plus simple, c'est qu'en fait, il y a plus de complexité d'acquisition, comme on le disait tout à l'heure. Donc, en fait, c'est un KPI qu'on suivait peu. On a quand même fait l'exercice parce qu'on a rencontré Louis et donc, du coup, on s'est dit, tiens, c'est intéressant quand même de savoir voilà, quel est le volume, en tout cas, le nombre de recrutements moyens par ETP. Et ça permet de se rendre compte, en fait, quand même de ce qui repose sur les épaules de l'équipe et aussi c'est un KPI qu'on a utilisé aussi, là encore, Mathilde pourra en parler, mais c'est un KPI qu'on a aussi pu montrer à nos équipes dirigeantes pour leur dire, voilà, aujourd'hui, un ETP de l'équipe recrutement, ça représente tant de recrutement par an et tant de CV à traiter en face. Et donc, voilà, ça permet aussi de montrer un petit peu l'énergie et le temps, en fait, que ça demande aussi par personne. Et puis, pardon, je complète juste qu'on peut aussi benchmarker par rapport à des pratiques de marché. Et ça, typiquement, on le suit pour des ouvertures de postes en disant jusqu'où c'est encore, c'est encore normal ou là, est-ce qu'on n'est pas dans un volume, vous l'avez vu, 70 000 candidatures traitées par 7 personnes pour 1400 postes. Voilà, tout n'est pas à Paris, mais la majorité quand même des flux sont gérés sur Paris. Voilà, on se dit oui, c'est difficile à tenir. Oui, bon, on va jusqu'au bout, on suit les KPIs, surtout on suit l'évolution. Et c'est comme ça, clairement, qu'on a eu aussi des ouvertures de postes complémentaires. Bien sûr. Donc, si je comprends bien, ces KPI-là a plus d'importance, je dirais, d'une certaine façon pour les équipes recrutement qui traitent plutôt du volume et voir quel volume est-ce qu'on est capable de traiter. Et ça vous permet, comme tu disais tout à l'heure, aussi d'aller voir votre COMEX et dire, pour le business plan du nombre de recrutements de l'année prochaine, on connaît notre productivité. Donc, il nous manque une personne et ce n'est pas juste parce qu'on a l'impression, c'est parce qu'on le sait, on le mesure. Et donc, on peut augmenter notre productivité, mais on ne peut pas non plus faire des miracles. Donc, il faudra rajouter un ETP. Exactement. C'est vrai que celui-là, si tu me permets lui de compléter, il est plus dur. Alors déjà, nous, on était beaucoup plus axés sur le qualitatif que le quantitatif, parce que le quantitatif a ses limites aussi. Est-ce qu'il vaut mieux pas moins, mais mieux que beaucoup de volume? Mais surtout, il est à aborder avec des pincettes, j'ai pu le constater, il peut être vu comme un flicage pour les équipes recrutement, qui se disent, en fait, je ne suis que ça, une machine à recruter, et il y a plein de petites choses qu'on voit. Par exemple, on ne voit pas le nombre d'entretiens qu'il a fallu mener pour un recrutement. Ça, c'est un KPI très finaliste dans le sens, c'est le final qu'on voit. Mais on ne mesure pas avec ça. Donc, on va voir qu'il y en a d'autres du coup. Celui-là, il est bien s'il est accompagné de d'autres KPIs qui permettent aussi de mesurer. Pour arriver à ça, voilà tout ce qui a été nécessaire. Sinon, je sais que ça peut être vu par les équipes comme on veut me surveiller, on me contrôle un peu, quoi. Bien sûr, ouais, je comprends. Et tu fais bien de le préciser, chaque KPI est pris individuellement, c'est toute la complexité des KPI d'ailleurs, ça s'analyse pas forcément très bien, et c'est quand on les a ensemble qu'on commence à percevoir la performance ou non de son processus de recrutement, et là où on doit investir finalement pour améliorer. Si on passe au suivant, c'est la thématique de la vélocité. C'est un autre élément qui nous semble important. Donc, vélocité voulant dire, il y a plein de façons de le mesurer, il y a plein d'éléments d'ailleurs qu'on peut mettre derrière ça. Globalement, ici, on sera plutôt sur, on va dire, le time to fill, en l'occurrence ici, c'est-à-dire quel pourcentage des postes
qu'on avait prévus cette année, par exemple, ou sur la période, les 6 derniers mois, les 3 derniers mois, sont bien arrivés dans les équipes à temps. Et donc, ont eu l'impact escompté sur le business, parce que c'est bien de ça qu'on parle à la fin. Est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez? Peut-être pas sous cette forme-là, la vélocité, peut-être que vous regardez plutôt la durée moyenne de votre processus de recrutement. Comment vous mesurez ça, vous? Oui, tout à fait. On ne va pas le mesurer dans ce sens-là parce que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on est plutôt notamment pour les jeunes, sur des recrutements volumiques. Donc, on va avoir une offre pour recruter 200 personnes et on l'ouvre 1 an à l'avance parce qu'on a une très bonne capacité à projeter notre plan de recrutement. Et de ce fait-là, du coup, l'offre est ouverte pendant très longtemps, le temps qu'on atteigne ces 200 postes. Donc, la vélocité, pour nous, n'est pas forcément le KPI qu'on va suivre le plus, mais je te rejoins. Ce qu'on va regarder, c'est à partir du moment où le candidat a déposer sa candidature jusqu'au moment où on close, enfin, où il a une réponse, quelle qu'elle soit, positive et on travaille ensemble, ou négative après le processus, ou négative après CV. Voilà, c'est quoi le temps, en tout cas, qu'on est capable d'assurer. Et ça, c'est des choses qu'on mesure, mais pas vraiment la vélocité dans le sens poste pourvu in fine. Ça a moins de sens. Et désolé d'être curieux, mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez partager? Évidemment, ça dépend des profils, j'imagine, ce temps, mais c'est quoi peut-être l'objectif que vous fixez et où est-ce que vous vous situez par rapport à cet objectif? Alors là, sur la vélocité, très clairement, entre nous, ce qu'on aimerait faire, qui est closer en 15 jours, un process, on n'est pas très bon. Alors, on arrive à le faire pour certains, mais en général, on va plutôt être autour de, allez, ça peut être 1 mois quand même. Ouais, 4 semaines. 4 semaines. Ce qui est beaucoup trop long pour nous, mais qui s'explique. 70 000 candidatures pour 7, voilà. C'est qu'en fait, on était arrivé à un volume de recrutement par tête beaucoup trop important. Et c'est là où on voit que c'est vraiment la conjonction de tout ça. C'est que le quali, et dans le quali, il y a la vélocité aussi, la qualité vue par le candidat est tout aussi importante, on va parler d'expérience, que le process de recrutement. Et donc là, on s'est dit, en fait, si on veut aller là-dessus, et c'est important pour nous pour améliorer notre expérience, il faut pouvoir laisser plus de bande passante à nos recruteurs, etc. Donc, ça, c'est important. Là-dessus, c'était un sujet vraiment de bande passante parce que du coup, on va se le dire, aujourd'hui, on devrait traiter la candidature au moment où elle arrive. Et nous, comme on était en bande passante limitée, en short notice, déjà, on sécurisait l'arrivée pour le business. Ça, c'est très intéressant parce que l'arrivée de la candidature n'a peut-être rien à voir avec la date escomptée par le business. Le business, il veut dans 3 mois, mais le candidat, il a postulé 1 an à l'avance. Qui je gère en priorité? Celui qui vient de postuler maintenant, mais c'est pour dans 1 an. Et du coup, je vais perdre du temps et ça arrange pas mon business, mais là, je favorise l'expérience candidat, ou je le mets de côté pour du coup sécuriser le business. Mais du coup, je vais peut-être pas, voilà, lui, je vais le faire attendre plus longtemps. Et c'est tout notre enjeu aujourd'hui, c'est que les enjeux sont pas toujours les mêmes. Et comment aujourd'hui on va faire réconcilier nos enjeux internes et les enjeux des candidats. Sachant qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. Enfin, je veux dire, il faut prioriser l'expérience candidat et c'est inconcevable pour un candidat en soi de part de réponse dans les quelques heures ou jours qui suivent sa candidature. À la fois, quand on se positionne du côté d'entreprise, on a raison aussi de favoriser les personnes qui doivent arriver le plus vite sur le terrain. Donc, c'est là où, je prêche évidemment pour ma paroisse, mais c'est là où normalement la technologie est censée venir améliorer à la fois l'expérience candidat et réconcilier un petit peu les deux. Mais le marché du recrutement nous bouscule en ce sens. Les candidats plutôt nous bousculent en ce sens. C'est que vraiment, eux, aujourd'hui, ils ont l'expérience et ils transposent. On revient au sujet du marketing. Mais en fait, aujourd'hui, les gens à qui on s'adresse, ils commandent un colis, ils sont livrés en l'espace de 24 heures chez eux, à côté de chez eux. Ils ont cette habitude de réactivité et donc, ils attendent ça aussi d'un processus de recrutement. Et ça, c'est quand même assez nouveau dans le sens, je pense que ça fait bien 3 ans qu'on en parle, mais le marché aussi du recrutement aujourd'hui qui est très en faveur du candidat nous pousse, nous, RH aussi, à aller sur ces objectifs-là de répondre en 15 jours et que tout soit closé en l'espace de 15 jours parce qu'en fait, sinon, on perd des candidats et on perd la qualité aussi parce que les meilleurs candidats sont pris en premier en général. Donc voilà. Exact. En tout cas, de nos études, du coup, comme on couvre à peu près 10 millions de candidats, on a un regard un peu je dirais, tour de contrôle. Nos études nous permettent de voir aussi que l'attente moyenne des candidats, c'est souvent 3 semaines. C'est moins de 3 semaines. Ça leur paraît acceptable. Au-dessus, ça devient trop long. Et la réalité moyenne en entreprise, c'est plutôt 6 semaines.
Donc, vous avez le même ratio, vous faites 2 fois plus que ce que vous voudriez faire, mais en revanche, vous fixez des objectifs même plus ambitieux que les attentes des candidats. Tu en as parlé, Mathilde, et il est évidemment aussi important et évidemment à rapprocher des autres indicateurs. C'est un indicateur de qualité. À nouveau, il y a énormément de façons de mesurer la qualité. Toi, d'ailleurs, tu l'avais pris sous l'angle de la qualité de l'expérience candidat. Nous, en l'occurrence, on mesure plutôt, on va dire, on recommande de mesurer la qualité du recrutement en tant que tel. Est-ce qu'on recrute les bonnes personnes, finalement? Et donc, ce qui nous semble être l'un des meilleurs indicateurs et peut-être le plus simple à obtenir, parce qu'il y a toujours cet enjeu, hein, qu'est-ce qui est mieux, mais qu'est-ce qu'on peut facilement trouver aussi, c'est le turnover en année 1 ou sur une première période de 6 à 12 mois. Évidemment, si la personne s'en va entre 6 et 12 mois post-recrutement, c'est un échec de recrutement, que ce soit la personne qui décide de s'en aller ou qu'on décide de se séparer de la personne. Dans les 2 cas, c'est plutôt un recrutement raté. Donc, ça montre aussi l'efficacité, on va dire, au sens qualitatif du recrutement. Quid de cet indicateur chez vous? Alors nous, il est très suivi, celui-ci, pour le coup, et depuis fort longtemps, parce qu'en fait, il y a plusieurs sujets. La qualité, pour moi, ça recouvre pas mal de KPI différents. Le premier qui me vient en tête, c'est bien sûr les sources. C'est d'où nous viennent les candidatures et quelles sont les sources qui sont pour nous les plus performantes. Donc on pense au job board, mais je pense aussi aux actions campus. Enfin voilà, je pense à vraiment toute la stratégie d'acquisition de candidats qu'on peut avoir derrière, qu'on remet en question en fait et qu'on challenge à travers des KPI, de se dire ok, les candidats qui nous viennent de tel job board, comment ça transforme après dans le tunnel de conversion? Oui, ça nous rapporte de la quantité, mais est-ce que ça nous rapporte de la qualité? Nous, aujourd'hui, on est clairement en train de se dire 70 000 candidatures, c'est beaucoup. Est-ce qu'on a besoin d'autant de candidatures? Est-ce que c'est des candidatures de qualité? Est-ce que ça, on s'en est assuré? Et donc, on est vraiment dans cette mesure systématique de où est-ce que sont nos bons candidats et où est-ce qu'ils ne sont pas, et du coup, faire nos arbitrages budgétaires aussi par rapport aux sources qu'on va aller capter. Donc ça, c'est le premier point. On regarde aussi beaucoup, et ça depuis longtemps, des sujets de sélectivité. Donc tout notre tunnel de conversion, de à quel point on est sélectif dans le tri des CV et après dans tout le tunnel d'entretien, de l'entretien 1, 2, 3, sur les tests techniques. Voilà, c'est vraiment là où on va regarder un petit peu, nous, à quel point on est sélectif dans le processus de recrutement. Et du coup, c'est censé, en tout cas, nous démontrer une certaine notion de qualité, en effet, dans le processus. Donc ça, c'est des sujets qu'on suit beaucoup par ligne de métier, bien évidemment, par typologie de poste. Donc voilà, c'est des choses qu'on va beaucoup regarder et qui nous permettent aussi de challenger un petit peu les équipes en leur disant, voilà, attention, on sent qu'on est moins sélectif sur le deuxième entretien. Or, c'est un entretien voilà, hyper important. Il faut qu'on fasse attention parce qu'en fait, on se retrouve avec des gens en troisième entretien. On perd notre temps en fait à les rencontrer parce qu'on sait qu'en troisième entretien, ça ne transformera pas. Donc, comment on fait, comment on ajuste? Donc, ça nous permet aussi d'avoir cette amélioration continue. Et puis, le dernier point qu'on suit aussi, c'est la performance des candidats qu'on rencontre. Et on le fait sur plusieurs aspects. En fait, on va regarder d'où ils nous viennent. Donc, quelles sont les sources pour nous les plus performantes aussi après en interne et qui nous amènent en tout cas des candidats de qualité et qui ont une performance en interne très bonne. Et donc, ça nous permet de regarder bien les sources et de voir un petit peu, en effet, s'il y a des arbitrages qu'on doit faire sur des écoles spécifiques qui nous rapportent des candidats de très, très bonne qualité, sur des sources de recrutement. Donc, on va aussi challenger ça avec la performance individuelle. Ouais. Donc, effectivement, juste pour compléter, donc ça, on rapproche avec des données qui ne sont pas issues du recrutement, mais issues des équipes développement de talent. Donc, rupture de PE à l'initiative du candidat ou à notre initiative. Et puis, rating de performance. On est dans encore une fois, je vous l'ai dit en intro, mais l'entreprise, il y a beaucoup la culture de la performance qui est demandée aussi par nos collaborateurs. On fait ça pourquoi? Parce qu'on a une politique méritocratique, c'est-à-dire on veut pouvoir récompenser et fidéliser les plus performants. Donc, à partir du moment où on veut une culture méritocratique, il faut faire l'évaluation de la performance. Et donc, on a des ratings de performance et on met ça au regard par… c'est pas tant pour savoir nominativement, mais plus par filière, par profil, par canal. Donc, c'est vraiment se dire comment, en fait, ça va avoir un impact sur ma stratégie d'acquisition. Et il y a évidemment des sujets secrets là-dedans, on ne peut pas nous montrer tout ça, c'est un peu confidentiel, mais pour être venu, j'étais assez bluffé par votre capacité à mettre tout ça en harmonie, être capable de dire finalement les personnes qui viennent de cette source, un an plus tard, après avoir été recrutées, finalement ne sont pas les plus performantes. Donc cette source, ça ne vaut pas le coup d'investir beaucoup dessus, même s'il y avait beaucoup de trafic et qu'on recrutait pas mal de monde, par exemple. Vous avez aussi la même chose par rapport au manager. Donc là, ce n'est pas exactement la logique, mais vous êtes capable de dire
ce manager, en fait, quand il rencontre des candidats, on convertit moins bien, voire potentiellement il performe moins les personnes qu'il a vues en entretien. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas lui faire une formation particulière ou le rapprocher de tel autre manager qui, à l'inverse, a des très bons chiffres? Et j'ai trouvé que c'était très, très, très inspirant. Et alors, peut-être, je ne sais pas, mais c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est à la fois rassurant ou pas, mais on n'a pas de IRH. On fait tout sur Excel. Les gens ne comprennent pas quand tu vois tous les KPIs, parce qu'on pourrait dire, du coup, on a un outil magique qui suit tout et qui nous sort les stats. Pas du tout. Nous n'avons pas. On a notre ATS quand même, qui nous fait une première base de travail. On a un ATS, mais par exemple, le sujet là, de faire le lien avec les ratings de performance, qu'est-ce qu'on fait? On sait les statistiques par école, ça on le sait par notre ATS. Et en fait, moi, là où je suis, c'est dans un autre outil que je suis les rémunérations et les politiques de performance. Et donc là, je vais pouvoir retrouver les mêmes informations. Et donc, je vais pouvoir filtrer et sourcer en disant si je veux par filière, par exemple. Et du coup, ensuite, on va comparer. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. Donc ça, c'est rassurant aussi dans le sens, il n'y a pas besoin d'investir dans des outils. Il faut avoir l'envie. Et après, connaître un peu Excel. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se dire, du coup, à différents échelons, il faut que j'ai la même data à suivre. Donc, par exemple, nous, la filière du candidat, puisque après, c'est ça qu'on suit aussi sur les stratégies d'acquisition, elle se retrouve dans beaucoup d'outils parce que c'est ce qui nous permet ensuite de faire parler des données. C'est ça, vous avez comme un référentiel commun entre les différents départements qui vous permet au moins de rapprocher les données. Il n'y a pas d'outils aujourd'hui, il n'y a pas forcément un data lake ou de la data visualisation ou des outils avancés. C'est plutôt une culture de la data avec des outils. On y travaille quand même, ça nous aiderait. Mais pour l'instant, on le fait, on faudrait. Et je pense qu'effectivement, quelqu'un qui maîtrise Power BI, Excel et peut faire des trucs fantastiques à moindre coût quand même. Bien sûr. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est un bon learning. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre en place plein d'outils data si on n'a pas, entre guillemets, la culture déjà et qu'on sait ce qu'on veut mesurer et l'importance de mesurer. Vous avez plutôt suivi le chemin inverse. C'est-à-dire on sait qu'il faut mesurer, on se met à le faire dans des outils plutôt traditionnels. Et là, peut-être que vous allez évoluer vers des outils dédiés. Très bien. J'avance un petit peu. J'avais peut-être une question quand même qui est très pertinente par rapport à ce qu'on se dit là. C'est du coup, ça se fait beaucoup dans Excel. Donc, il y avait une question, est-ce que vous utilisez des outils? Et vous y avez répondu. Il y a l'ATS qui vous permet d'exporter les données et Excel pour les traiter. Est-ce que, du coup, ça vous prend beaucoup de temps de traiter ces Excel et est-ce que c'est décompté? Quel impact ça a finalement sur le temps de travail et recrutement, je dirais? Alors oui, ça prend du temps. Ça prend surtout du temps quand on fait la partie un peu bilan, un petit peu de l'année, de ce qu'on a fait pour avoir cette fameuse photo de ce qui s'est passé dans l'année et qu'on est en mode projectif sur la stratégie et qu'on veut regarder un petit peu des datas spécifiques. Donc ça nous prend du temps. Pour donner un ordre d'idée, je pense que l'équipe recrutement se met en ordre de marche à partir de mi-juin pour produire le livrable définitif, on va dire fin juillet, début septembre. Alors après, ils font pas à 100% que de la data tous les jours, ils continuent leur job à côté parce que les recrutements doivent continuer, mais voilà, ça nous prend quand même pas mal de temps sur cette partie-là. Et après, il y a des KPI qu'on suit au quotidien, notamment on parlait des filières, tous les sujets de diversité, on va peut-être en parler, mais du coup, ça, c'est des choses qu'on suit par contre au jour le jour, mais qui ne demandent pas tant de temps que ça parce qu'on a automatisé quand même pas mal de sujets dans pas mal de choses ou dans notre ATS ou dans Excel et donc en fait qui sont plutôt des tableaux de bord de suivi en fait qu'on regarde et qu'on visualise au quotidien pour faire des ajustements éventuellement. Mais c'est ça qui est très important et qui était peut-être aussi un changement qui a opéré il y a 5-6 ans. C'est qu'en fait, si ça n'est pas suivi au quotidien, ça ne sert à rien. Parce que je donne un exemple très concret, la parité dans nos recrutements. Donc, comme beaucoup d'entreprises, on a un accord travaillant sur l'index homme-femme et nous, on a mis un objectif, c'est un recrutement paritaire. Au global, sur nos 1400 personnes, on veut qu'il soit paritaire. Donc, on aimerait idéalement que ce soit de 50-50. Alors, et parfois, 52-48, 51-49, dans un sens ou dans un autre, parce qu'on ne fait pas non plus de discrimination positive. Mais du coup, pour réussir à vraiment arriver au résultat et pas découvrir la copie en fin d'année quand on suit les chiffres en disant « Ah bah merde, on a recruté que 30% de femmes », il faut pouvoir le suivre au quotidien pour réagir de façon extrêmement précise. Donc, ces données-là, forcément, sont suivies au quotidien. Et après, ce que disait Charlotte, je veux dire, c'est quand même pas, on va se le dire, tout le monde n'a pas la culture data au sens plaisir.
Enfin, nous, tout le monde a la culture data. Après, il y a des gens qui le font parce qu'ils aiment ça. Et il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Donc, je veux dire, pour certaines équipes, c'est la tannée. C'est vraiment le moment de l'année, voilà. Et pourtant, tout le monde s'y met. Enfin, ça, c'est un message, je pense, important. C'est qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas dire j'aime pas, j'y vais pas. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans nos métiers, c'est vraiment un aspect extrêmement important pour aussi maîtriser son sujet. Voilà, je pense que Charlotte, justifier, comme tu disais tout à l'heure, valoriser ses actions, évidemment. Parce qu'elle connaît toutes ces données et elle sait exactement de quoi elle parle. À chaque moment où on lui pose une question, elle sait où elle en est, elle sait pourquoi, etc. Donc ça crédibilise. Chouette. J'avance un petit peu, je vois le temps qui passe. Je vais peut-être vous montrer les 3 derniers d'un coup et vous laisser commenter globalement un peu chacun. Donc, on a 3 aspects complémentaires. L'aspect des coûts. Combien me coûte finalement un recrutement en moyenne, un recrutement sur les postes expérimentés, sur les postes juniors, etc. Évidemment, on peut avoir un recrutement rapide, productif, avec beaucoup de recrutements faits par personne, qui va vite et extrêmement qualitatif, mais s'il est 10 fois trop cher et qu'en fait ça plombe la boîte, ça n'est pas non plus une bonne solution, donc c'est quand même complémentaire au reste. L'expérience candidat, évidemment, on peut faire tout le reste bien, mais on ne peut pas non plus le faire au détriment des candidats, sinon une année ça va aller, mais les années suivantes on va un peu être dans le dur a priori. Et enfin, les thématiques de diversité, où on n'a pas d'indicateur précis ici, mais plutôt ça dépend tu parlais de la parité à l'instant, il y a d'autres thématiques de diversité, de reconversion, de choses comme ça. Ça dépend des enjeux de l'entreprise sur le moment. Quel regard vous avez sur ces 3 derniers indicateurs? Les 3 derniers sont vraiment ceux sur lesquels aussi on travaille beaucoup avec le sujet de qualité de tout à l'heure. En fait, les coûts de recrutement, bien évidemment, comme on a un sujet en effet de contrainte budgétaire, voilà, c'est un truc qu'on pilote systématiquement, que ce soit sur les sources. Pour donner un exemple très concret, comme ça permet de bien visualiser les choses. Par exemple, on se posait beaucoup de questions sur, en effet, la pertinence des cabinets de recrutement qui coûtent quand même assez cher quand on fait appel à eux. Et donc, on a voulu challenger ça un petit peu en mettant en corrélation avec le sujet de qualité, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est ce qui nous a permis de voir qu'en fait, en termes de typologie de sources, les cabinets de recrutement n'étaient pas forcément ceux qui nous rapportaient toujours les candidats qui restaient le plus longtemps et qui étaient les mieux ratés, en tout cas qui avaient la meilleure performance en interne, et qu'au contraire, des sources comme la cooptation étaient beaucoup plus efficaces. Et donc, voilà, là, typiquement, arbitrage qui nous a permis de se dire, OK, on réduit en effet la voilure sur les cabinets de recrutement, on internalise un poste de chasse et surtout on développe la cooptation parce qu'en fait c'est un levier de recrutement hyper important. On a fait la même chose sur les campus, là je parle plutôt des jeunes. Pareil, on a une stratégie sur les campus qui est quand même assez particulière puisqu'on a décidé de catégoriser un petit peu les écoles avec lesquelles on travaille en se disant, dans telle et telle école, j'ai des objectifs. C'est pas toujours les mêmes. Certaines, on va être vraiment dans un objectif de recrutement et on sait que c'est avec ces écoles qu'on va générer notre volume de recrutement. Donc là, on a typiquement le budget afférent et tout le dispositif terrain, bien évidemment, qui va avec. Alors que dans d'autres écoles, on est plutôt sur un objectif de visibilité et de notoriété et donc moins d'énergie terrain et moins d'énergie financière. Donc voilà, mais ça nous permet de faire des arbitrages comme ça aussi et de projeter un petit peu les coûts. L'expérience candidat, centrale, bien évidemment. Alors ça a toujours été un élément important pour nous. Alors à l'époque, on le faisait sous forme d'enquête un petit peu à l'ancienne. On a trouvé un outil qui nous permet d'automatiser avec notre ATS, du coup, la mesure de l'expérience candidat à différents moments dans l'année, à différents moments du processus et en fonction de ce qu'ils ont vécu comme expérience. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper qualitatif, en tout cas. On avait des vrais pain points quand on regardait nos anciennes surveys qui étaient sur, comme toutes les RH, je pense, mais la rapidité de réponse et surtout la qualité qu'on a apportée en termes de réponse aux candidats. La réponse négative sur CV, la réponse négative après entretien. Voilà, de voir les KPI en face de nous, on se dit, ah ouais, franchement, on remplit pas notre fonction. Notre fonction, c'est aussi d'accompagner les candidats dans la construction de leur parcours, leur employabilité, etc. Et là, on remplit pas ce point-là, et ça convient pas, et c'est pas en phase avec notre marque employeur. Du coup, on met les arbitrages qui vont bien avec, et donc en effet, on s'est mis une discipline interne où on appelle tous les candidats post-entretien, et Dieu sait qu'il y en a, du coup, pour leur faire un feedback systématique de ce qui était bien, ce qui était pas bien, pourquoi, ce qu'il faut qu'ils améliorent. Et sur CV, ils ont aussi un retour plus personnalisé aujourd'hui.
Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on s'est engagé. Et les sujets de diversité qu'on a toujours suivis, hommes-femmes bien évidemment, et après qui sont un peu spécifiques peut-être à Mazars. Nous, on recrute aussi beaucoup, on regarde beaucoup les sujets de filière, commerce, ingénieur, université, parce qu'on se donne des objectifs pour avoir des diversités dans nos promotions de jeunes, assez avoir une promotion la plus éclectique possible, et donc on se donne un petit peu des objectifs d'avoir cet éclectisme de filière, et puis les rangs d'école, enfin voilà, c'est des choses qu'on va suivre aussi chez nous, mais qui sont très propres à notre environnement peut-être cabinet qu'on suit depuis longtemps. Merci Charlotte, c'était hyper complet. Tu as répondu à 3 questions d'un coup qui étaient posées, puisqu'il y avait une question, est-ce que vous faites appel à des cabinets de recrutement? Donc tu as dit que oui, mais du coup, en mesurant bien, et du coup certains moins qu'avant. Tu as parlé de la diversité, il y avait une question tout à l'heure, est-ce que les candidats qui ne sont pas issus des écoles de commerce sont négligés? Est-ce que c'est uniquement réservé aux candidats d'écoles de commerce? Tu as répondu aussi. Non. Donc bravo, tu nous fais gagner plein de temps. Ok. Je vous propose de passer à la suite, merci pour ça, qui était en fait maintenant le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui pour vous vraiment a le plus de valeur? Vous avez déjà donné une partie des réponses, bien sûr, c'est le principe de ce webinaire, donc sur quoi vous aimeriez highlighter? Tu avais écrit ici un certain nombre de choses, Charlotte. Qu'est-ce que tu aimerais mentionner spécifiquement qui a beaucoup de valeur pour vous, et peut-être donner 1 ou 2 exemples concrets de choses que vous avez mesurées il y a un certain temps, vous n'étiez pas tout à fait satisfait des résultats, vous avez dit ok, on va changer de stratégie, et donc peut-être nous expliciter les décisions que vous avez prises et les résultats qui en sont sortis. Mathilde, Charlotte. On a parlé déjà de beaucoup de choses, mais ce qu'on suit vraiment le plus, on va dire, ça va être tous les indicateurs attractivité, sélectivité. Attractivité, ça va être sélectivité, on en a parlé tout à l'heure dans la qualité, mais attractivité, ça va être combien on reçoit de candidatures et surtout quelle est notre capacité à transformer, notamment quand on fait des propositions d'embauche, donc le taux de proposition acceptée par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde beaucoup aussi pour voir à quel point on est attractif et justement identifier s'il y a des sujets d'attractivité et de positionnement marché. Voilà, on a été beaucoup challengés ces derniers temps sur les sujets de rémunération, mais je pense que nos collègues RH qui sont en ligne partagent le même constat, quel que soit le secteur. Tu parles du taux d'acceptation, c'est un chiffre que vous pouvez partager, ça, ou une grande échelle de taux d'acceptation que vous avez pour se benchmarker Oui, alors je ne l'ai pas regardé avant de me connecter parce qu'en fait, c'est très variable selon les lignes de métier, mais on peut regarder ça en même temps. Ça peut aller en moyenne, je pense, c'est 70, 75, ça peut aller à 95% d'acceptation, comme à 30, parce que, et en fait, on le sait, c'est selon les équipes. Donc, en fait, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que derrière le recrutement aujourd'hui, il n'y a pas que les équipes RH, mais la capacité du manager à donner envie, la capacité du boss à donner de la vision sur son équipe. Et on voit que ces sujets-là aujourd'hui rentrent. C'est pour ça qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais on mesure aussi certains KPIs avec les gens qu'ils ont rencontrés. Donc, la qualité des recruteurs, mais là, je parle des opérationnels. Parce qu'en fait, les rôles modèles qu'on présente, les opérationnels, ça peut vachement jouer sur, en in fine, est-ce que le candidat a envie de rejoindre ou pas, même si nous, le process, il a été extrêmement bien pensé, fluide, etc. Ça, c'est vraiment le paradigme du recrutement aujourd'hui. C'est vraiment une équipe, et c'est faux de croire que l'équipe recrutement fait le recrutement. Ça se fait ensemble avec le hiring manager. Et donc là où on pourrait croire, quand tu dis parfois on a 30%, parfois on a 95%, on aurait tendance à se dire naturellement ça va être par rapport aux lignes type de métier dans lesquelles vous êtes plus attractif, moins attractif. Toi, tu dis non, c'est très très souvent plutôt lié à la personne qu'ils ont rencontrée dans notre process. On a des champions du closing de candidats, en gros, qui font 95% des gens qui rencontrent, ils ont envie de travailler avec lui ou elle. Et à l'inverse, c'est moins le cas d'autres. Après, c'est peut-être juste pour synthétiser sur ta question-là. Enfin, je ne saurais pas trop dire, mais je me rends compte que notre mission première, quand même, en recrutement, c'est la qualité et la quantité. C'est-à-dire, il faut soutenir les besoins business. On doit recruter le nombre de personnes dont l'entreprise a besoin avec la qualité attendue pour délivrer le service. Et le reste des autres critères, pour moi, c'est les moyens pour parvenir à cette quantité et cette qualité. Il faut travailler l'expérience candidat pour être attractif et donc pour augmenter sa quantité et sa qualité. La diversité, pareil, je le suis. Pourquoi? Parce que je sais que ça a un lien direct sur la qualité. Mais en fait, je ne sais pas si je suis claire. Pour moi, c'est les chemins parcourus pour, in fine, qu'est-ce qu'on doit suivre? La quantité et la qualité. Donc, ce serait peut-être comme les 2 KPIs pour lesquels il faut commencer. Est-ce que je recrute bien le nombre suffisant
par rapport au poste ouvert et la bonne qualité. Et après, les autres sont déclinés pour pouvoir vraiment, de façon beaucoup plus précise, m'aider dans les choix que je dois prendre pour y parvenir. Très bien, très clair. Est-ce que vous avez un exemple que vous voudriez partager d'une initiative forte que vous avez menée liée à un constat que vous avez fait dans le passé en mesurant des données? Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde, mais on pourrait partager peut-être les besoins qu'on a souvent sur l'audit qui sont très volumiques, où en fait on avait un système ancien, on va dire, de sessions de recrutement. Donc, on a un objectif de 200 recrutements jeunes diplômés par an sur Paris. On avait des sessions de recrutement. On en avait du coup 2 par semaine sur une demi-journée où on rencontrait à peu près une quinzaine de candidats. Voilà, c'est une énergie qui était déployée, qui était extrêmement importante. Donc, je vous laisse imaginer 2 sessions par semaine, que 15 candidats. Qui passent 2 entretiens, dont il faut organiser un 3e entretien à l'issue de cette demi-journée, etc. On s'était assez vite rendu compte que, déjà, d'un point de vue RH, en termes d'efficience, c'était extrêmement compliqué. On avait des taux de complétion pour atteindre ces 200 auditeurs qui intègrent. Vraiment en longueur, ça prenait beaucoup de temps pour arriver jusqu'aux 200 et donc on y mettait beaucoup d'énergie sur beaucoup de temps. Et ça, c'était quand même quelque chose qu'on avait particulièrement mesuré. Et on s'était dit, faut qu'on revoie ça, faut qu'on soit vraiment en mode amélioration continue, efficience, où en fait, faut qu'on augmente notre taux de complétion de manière très significative, d'autant plus qu'on sait que les meilleurs candidats se positionnent en premier, très tôt dans l'année. Donc, il faut qu'on soit en capacité de voir des candidats en plus grand nombre, très tôt dans l'année. Et en même temps, on avait un deuxième sujet qui était, en fait, on sentait que les collaborateurs, qui nous aident beaucoup dans le recrutement, s'impliquaient de moins en moins. Il y avait un essoufflement. Or, pour recruter 200 auditeurs, il faut au moins rencontrer 450 candidats à peu près. Et donc, de ce fait-là, fallait qu'on redonne un nouveau souffle aussi aux recruteurs. Et on s'est dit, OK. Donc on et il y avait un 3e critère, parce que du coup, c'est pour montrer qu'on a fait 3 critères. Ouais, l'expérience candidat. L'expérience candidat, il fallait on voulait réduire la durée et on s'est dit, on ne peut pas les réappeler pour un 3e entretien. Donc, idéalement, on veut qu'à l'issue de la journée, on voit plus de monde, ça fait plus d'acceptation et surtout, on dit tout de suite à l'issue de la journée, oui, non, go, no go. Ok. Exactement. Donc, en fait, on couvrait les 3 volets. Efficience RH, implication des collaborateurs à redonner un souffle et expérience candidat et surtout enjeu de réactivité. Et donc là, on s'est dit, OK, faut qu'on trouve la solution à ces 3 volets. Et donc, on a créé un format de session de recrutement qui s'appelle Job at Mazars, qui permet en effet, en une demi-journée, de faire l'ensemble du processus de recrutement sous un format un peu innovant qui nous ressemble, etc. Très basé sur les soft skills. Donc, du coup, les entretiens ressemblent pas du tout à ce qui ressemblait par le passé. Donc, les recruteurs adorent, les candidats adorent, et en 48 heures, ils ont leurs propositions. Et nous, on a des taux de complétion, du coup, qui sont assez, qui sont hyper intéressants parce que, quasiment là, on va finir là en espèce de 5 mois et demi, 6 mois. On a fini l'intégralité de notre recrutement pour l'année, alors qu'avant, on mettait plus de 9 mois à le faire, presque 10 même, à atteindre nos objectifs. Et vous n'auriez sûrement pas pris cette initiative si vous n'aviez pas mesuré au départ les problématiques. Parce que les habitudes ont souvent la peau dure. On peut longtemps continuer à faire des sessions toutes les deux fois par semaine parce qu'on a toujours fait comme ça. Et donc, pourquoi on ferait autrement? Mais souvent, moi, je trouve que ce que je constate souvent, c'est qu'on a d'abord une intuition de se dire mais qu'est-ce que c'est ça consomme de l'énergie, mais qu'est-ce qu'on prend du temps à atteindre ses objectifs, etc. Donc, ça part d'une intuition au départ. Et après, quand on met la data en face, on se dit, ah, mais oui, clairement, je me rendais pas compte, mais en effet, c'est vraiment très, très consommateur de temps et c'est vraiment pas assez efficient. Et donc là, le time to hire était quand même assez important pour le coup. Très intéressant. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin. Si ça vous va, vous avez partagé beaucoup d'éléments. Je vais peut-être vous poser quelques questions qui ont été posées, mais vous avez répondu à la majorité d'entre elles. Une qui vient d'arriver, c'est sur la thématique de l'anticipation des besoins, lancement des campagnes de recrutement 1 an à l'avance. Je ne sais pas exactement. Il y a écrit quid de l'anticipation des besoins. Est-ce que vous lancez souvent les campagnes de recrutement à l'avance? Je pense que vous avez répondu que oui, c'est le cas pour beaucoup de postes. En fait, alors après, c'est propre à nos métiers. Mais nous, on a, comme dans plein de boîtes, on a des approches budgétaires, combien on va faire d'activités. En fait, on est dans un métier de people, c'est-à-dire que notre activité est directement liée au nombre de personnes.
Plus j'ai de personnes, plus je ferai d'activités. Puisque nos collaborateurs, c'est souvent, alors pas dans tous les métiers, mais souvent c'est du temps homme vendu. Et donc, du coup, là, par exemple, je suis en préparation budgétaire pour tout l'exercice prochain sur l'ensemble des métiers. L'audit, c'est très récurrent, c'est de l'activité, c'est des mandats de 6 ans. Donc, en fait, on a une visibilité sur 6 ans de l'activité. Donc, on sait globalement si le pipe va être en augmentation, en baisse. Donc, ça, c'est pour ça qu'on sait 1 an à l'avance, globalement, on repart sur le même volume, on l'augmente de 10%, on le baisse de 5%. Donc, ça, c'est facile. Et tous les autres métiers, on est là. Et en fait, comme on recrute, et donc en fait, on a une stratégie, c'est que, bien sûr, on n'a pas attendu maintenant pour recruter pour septembre, c'est qu'au mois de janvier, on repart, on réactive X% du volume de l'année précédente. Donc, on dit, on repart sur une base à minima de 75% du volume de l'année précédente et on ajuste le dernier contingent maintenant pour l'année prochaine. Donc, en fait, on a vraiment une visibilité quand même. Mais alors, même si les choses peuvent être amenées à bouger dans l'année, mais ça, c'est surtout important pour que les équipes recrutement aient une visibilité. On ne peut pas faire du stop and go. Ça, c'est très nocif, on le sait tous, les recruteurs, vis-à-vis du marché des candidats. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir de plus en plus de visibilité. Je précise peut-être, parce que tu as dit pour l'année prochaine, que l'année prochaine pour vous, c'est septembre. Oui, pardon. Oui, c'est des années scolaires. Une année fiscale qui est alignée sur les années scolaires. Une dernière question, et puis je pense qu'on pourra se dire au revoir. Je vois... j'en ai deux, en fait. J'en vois deux qui sont intéressantes. Est-ce que, avec tous ces KPI, vous avez encore une part de risque et de prise d'initiative, pas forcément 100% backée par des données? Oui, parce que en fait, là, on est sur le recrutement, mais il y a beaucoup de choses dont on a parlé, qui est l'amont, en fait. C'est-à-dire comment on fait de la visibilité et d'abord, on donne envie aux candidats de postuler. On a beau avoir tout le dispositif. Est-ce que notre entreprise et notre marque employeur correspond aussi aux attentes des candidats? Et donc, en fait, il suffit pas d'avoir tous ces KPI. C'est pour ça qu'on en a plein d'autres aussi. C'est est-ce que notre projet d'entreprise, notre marque employeur repose sur des piliers attractifs. Donc, par exemple, on travaille beaucoup aussi sur les leviers de motivation. Et ça, je vais vous donner un exemple. Dans les écoles, certaines écoles de commerce qu'on ciblait, on avait beau tout faire, on voyait bien que nos métiers n'attiraient plus. Là, notre organisation, on s'est intéressé sur ce qui pourrait donner envie. Et là, par exemple, on vient de lancer le Graduate Programme international. Chaque année, je change de pays sur un même métier. Ça, on l'a créé pour répondre à des attentes de candidats. Et c'est ça qui va pouvoir nous permettre. Et du coup, on a augmenté tous nos autres KPI en termes de recrutement sur cette cible-là, mais parce qu'on a travaillé d'abord le fond de l'expérience qu'on avait fait vivre. Donc, ça va même beaucoup plus loin en amont sur qu'est-ce qu'on vend. Et ça peut avoir des impacts sur nos process internes aussi. Et il ne faut pas croire que c'est pas parce qu'on a un budget limité qu'on ne se risque pas à innover ou à trouver des outils qui nous permettent d'avoir des quick wins un petit peu dans notre manière de fonctionner. En fait, c'est juste qu'on fait ces arbitrages-là en toute connaissance de cause et on se dit... par exemple, on perd trop de temps sur la prise de rendez-vous. Une prise de rendez-vous, c'est tant de temps aujourd'hui entre trouver les dispos des recruteurs, faire matcher avec le candidat, ça nous prend tant de temps en moyenne. C'est pas possible. On automatise et on prend un outil. Ok, mais ça, c'est des choses qu'on se dit et du coup, on teste en effet des solutions aussi. Mais il faut pas croire que comme on a un budget limité, on ne teste rien. Et on prend pas des parts de risque. On teste aussi des solutions et on voit si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, des fois, on se dit tant pis et on laisse tomber et c'est pas grave, on aura essayé. Mais d'ailleurs, dans notre budget, il y a toujours une partie non allouée, en tout cas de nouveaux projets. C'est juste qu'on va mesurer automatiquement les résultats. Et du coup, on se dit, est-ce qu'on le fait rentrer dans le catalogue d'actions permanentes, en fait, ou est-ce qu'on l'enlève? Et donc, chaque année, il y a des choses qu'on refait ou qu'on annule. Et du coup, aussi qu'on reteste de nouveau, etc. Vous allouez une part de budget à des tests, en fait, tester des choses et mais par contre, la mesure. On ne le fait pas à l'aveugle, on le fait systématiquement en se disant, OK, quel KPI de succès on met en face, à quel moment on se dit c'est un succès ou c'est un échec. Et du coup, on partage ça directement avec ou les gens avec qui on va travailler ou la solution qu'on a nous inventée nous-mêmes pour répondre à notre problématique. Mais on se met systématiquement des KPI là encore de succès. Donc, on a toujours ce focus data en disant ça c'est un succès, ça ce sera un échec et du coup, on arrêtera de le passer comme ça. Mais on garde ce cap KPI tout le temps, du coup.
Très bien. C'était top en tout cas d'entendre tout ça. Merci pour tous ces beaux exemples. J'imagine que c'était pertinent et que ça a apporté beaucoup de valeur pour les personnes qui ont participé aujourd'hui. Peut-être une toute dernière question que j'ai pour vous. Si quelqu'un dans l'audience veut vous écrire, que ce soit pour vous poser une autre question ou pour postuler dans l'équipe RH de Mazars, on vous contacte sur quoi? Sur LinkedIn? C'est LinkedIn le meilleur canal? Ouais, LinkedIn. Parfait. Ok, très bien, c'est noté. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir, c'était top de discuter de ça. Et à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci Louis, merci Mathilde, à bientôt.